Bah, il y a certaines personnes que j'ai déjà vues à la cohorte, je vois quelques personnes. Est-ce qu'il y a des gens qui n'y étaient pas? Ok, ok, ok. Donc, ces gens-là, est-ce que vous avez déjà un peu touché déjà la crypto, de près ou de loin? Ok. Donc, je pense que on va commencer un peu par les bases. Je vais en prendre un peu petit à petit pour intégrer les nouveaux et on va coder notre premier smart contract et le mettre sur la blockchain bah, dès aujourd'hui. Donc, tout d'abord, qui sait la différence entre la blockchain et la crypto-monnaie? Ouais, dis-moi. La blockchain, c'est la technologie sur laquelle fonctionne le système. Ouais, Et la crypto-monnaie, c'est ce qui permet de valoriser, pour la blockchain du Bitcoin, ça permet de valoriser les mineurs, faire en sorte que ça fonctionne bien et que c'est ça soit ça. bien intéressant. En fait, une blockchain, c'est une base de données. Une base de données décentralisée. C'est-à-dire que c'est une base de données euh, dont personne n'a le contrôle sur lui. Donc, il y a une sorte de chaîne, donc c'est blockchain, donc c'est une chaîne de blocs. Je vais partager mon écran. Ok, donc là, on voit en haut la chaîne de blocs. Et en gros, chaque bloc représente euh, combien? Non, il y en a, genre, je ne sais plus combien il y en a, mais là, c'est écrit. Il y a 5200 transactions dans le bloc. Donc, c'est des blocs qui sont chaînés une à l'autre. Donc, ici, là, les mineurs, c'est quoi? C'est des gens qui font tourner leur machine pour pouvoir valider les transactions. Ils sont en train de calculer pour pouvoir valider le prochain bloc qui est là. Donc, le prochain bloc, celui qui arrive à le résoudre, il gagne 0,037 Bitcoin. Et donc ça, c'est le principe de la blockchain. Donc ça a été créé par, c'est un concept développé par Satoshi Nakamoto. Donc c'est un mec on connaît pas l'identité. Euh, il a fait la documentation en 2008, après le crash boursier de 2008, et donc qui a été mis live en 2009. Donc ça, en fait, c'est premier concept d'échange de valeur sur Internet. Donc, pouvoir échanger de la valeur avant ça, c'était pas possible. Grâce à ça, on a pu créer une chaîne qui était unique, contrôlée par aucune personne et qui permet d'être une base sur laquelle on peut voir les transactions passées. Donc, c'est super important à comprendre ça, que on voit juste en bas, ici, plein de petites transactions, plein de petits blocs. Et la taille de chaque carré, ça représentait la récompense que va gagner les mineurs. Donc, plus le bloc est gros, plus il va être priorisé par les mineurs d'être pris et d'être mis dans le prochain. Euh, Si vous voulez en savoir un peu plus sur comment marche Bitcoin, il y a une vidéo très intéressante de ce youtubeur-là qui vous parle un peu de la partie mathématique qui se cache derrière Bitcoin. Mais en gros, ce qu'il explique, c'est que donc, il y a, dans chaque bloc, donc ça va être un bloc qui dit euh, quelles sont les transactions effectuées. Donc Alice a payé 20 dollars à Bob. Alice vous a payé 30 dollars. Charlie vous a payé. Enfin, et du coup, vous allez avoir toute une liste de ces transactions dans le bloc. Et ce bloc-là, donc, il va être soumis à la mempool et qui va être pris par ceux qui font tourner leur machine. Vous savez, les mineurs, on en a entendu parler dans les news, qui vont près des centrales nucléaires ou autres, où l'électricité est pas chère, pour en fait pouvoir faire tourner des machines qui font des gros et longs calculs. En gros, le calcul, ça va être quoi? Ça va être de trouver
Est-ce que vous savez ce que c'est une fonction de hachage? Une fonction de hachage, c'est en gros, on va lui mettre une suite de caractères, n'importe laquelle, qui va nous donner un hash. euh, donc c'est un bit, c'est un nombre binaire qui va sur 256 bits. C'est pour ça que le nom de la fonction de hachage s'appelle SHA-256. Donc c'est sur 256 bits et qui va vous donner donc un chiffre unique. En fait, ça c'est un chiffre. Tout ça, c'est binaire, donc on ne comprend pas. Donc c'est sur la base 2. Mais si on la remet sur une base décimale, ça va être un très très grand nombre. Je crois que je ne sais plus c'est combien, mais 10 puissance 26 ou un truc comme ça. Donc c'est énorme comme chiffre. Et donc, on part du principe que du coup, on va prendre toute l'information qui est là-dedans, on va le hacher. Quand on le hache, ça nous donne un chiffre unique qui est propre à cette information qui est à l'intérieur. Si on change la valeur de 20 à 21, ça va plus du tout être le même nombre ici, en fait, en sortie de la fonction d'hachage. Donc, on va hacher ce bloc, ce qui va nous donner un chiffre ici, et on va itérer pour trouver ce qui s'appelle un nonce, donc un chiffre qui, mis avec le bloc, va nous donner une suite de zéros au début du hash. Ce qui va nous permettre de pouvoir trouver ce nombre et donc créer une suite de blocs qui se suit entre eux. Donc, une fois qu'on a fait le hash de ça plus ça, et qu'on trouve donc un résultat avec autant de zéros, ça c'est défini selon la difficulté du réseau, mais en général c'est 20 ou 30 zéros, bref. Une fois que la personne qui a trouvé ce chiffre-là qui donne ce résultat-là va recevoir les récompenses en Bitcoin qui sont promises dans le bloc. Une fois fait, ben, ce hash-là, on va le mettre ici pour pouvoir le relier au prochain bloc et ainsi de suite. Donc, il y aura l'information du bloc précédent plus les informations du bloc à valider plus un nombre à trouver. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une blockchain. Donc, ça va être une suite de blocs en fait. Donc, au final, on va se retrouver voilà, avec, comme je vous ai dit, donc le hash précédent, les informations de transaction, le hash qu'on a trouvé, on va remettre ici et ainsi de suite, créer une chaîne de blocs. Donc ça, c'est très puissant parce que une fois qu'on a ça, si on modifie, si on arrive après, on modifie une transaction ici, bah, ça va avoir une répercussion sur toute la chaîne. Donc on va voir que bah, celle-ci c'est pas bon, celle-ci c'est pas bon, celle-ci c'est pas bon. Donc ça fait un effet boule de neige. On va voir que bah, le reste de la chaîne est corrompu. Donc, vous allez me dire, mais si on change, comment on choisit la chaîne qui est la plus legit, la plus fiable? Bah, en fait, c'est celle qui va être le plus longue. Parce que si tu modifies ça, tu modifies une transaction ici, tu dois devoir faire le calcul pour trouver le chiffre avec plein de zéros de tout à l'heure. Et ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, la chaîne sera moins longue que la principale qui fait déjà énormément de longueur. Donc ça, c'est le principe du Bitcoin. Donc, il y a pas mal de ressources sur Internet qui sont disponibles. Donc, il y avait la vidéo que je vous ai montrée là, de ce mec-là, Blue One Brown. Sinon, il y a lui qui fait des vidéos assez intéressantes avec plus des images animées. Ok, donc là, on a parlé du proof of work. Proof of work, donc c'est une façon de valider les transactions sur la blockchain. Et vous savez très bien qu'il y a deux grosses crypto-monnaies en ce moment, enfin, qui ont existé, c'est le Bitcoin et l'Ethereum. L'Ethereum, lui, avant, il était sur le principe de proof of work, donc comme on a vu là, mais il a changé sa façon de faire en proof of stake. Proof of stake, c'est une autre manière de pouvoir sécuriser les transactions. Comment on va faire? C'est que les gens vont prendre
leur argent, donc des Ethereum en l'occurrence, vont faire des nœuds avec. Là, c'est 32 Ethers pour un nœud. Et avec ces nœuds-là, donc il y aura plein de nœuds, donc les gens auront plein de nœuds tout autour du monde. Et la personne qui va être choisie au prochain bloc va être choisie aléatoirement. Pour le Bitcoin, c'était le premier qui résout l'équation difficile. Là, pour Ethereum, en fait, elle va être choisie au hasard. Et en gros, cette personne sera chargée du coup de résoudre l'équation compliquée. Et donc, si la personne est honnête, on va faire le bon travail et puis ça continue, ok. Sinon, si elle est malicieuse et qu'elle change la donnée à l'intérieur du bloc, après elle l'envoie sur le net, les gens vont pouvoir le voir et consulter et revérifier le calcul s'il était bon ou pas. Et s'il n'était pas bon, on va pouvoir lui enlever les 32 Ethers qu'il a fait pour faire le nœud. Donc ça veut dire qu'il perd beaucoup d'argent. Et s'il perd beaucoup d'argent, pour lui, ça ne devient pas rentable de faker les transactions. Donc les gens vont devenir de plus en bienveillants et donc vont participer au réseau. Donc c'est ça la grosse différence entre le proof of stake et le proof of work. Je pense qu'il a fait aussi une vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder aussi de votre côté quand vous avez le temps. Voilà, Baptiste proof of stake. Et il vous explique avec des schémas donc, intéressants. Donc je veux dire un truc. Ah oui, moi j'aime bien ces étiquettes. T'as aussi des messages. N'hésite pas si tu as des trucs à dire, à rajouter. Mais en Et gros, si vous avez des questions aussi. ouais, n'hésitez pas. Parce qu'il y a des questions pour l'instant. C'est clair? Euh, donc, il y a pas mal de ressources sur Internet pour vous apprendre un peu les concepts de base et tout. Donc, essayez de regarder par vous-même aussi. C'est comme ça qu'on a tous les deux appris. Il n'y a pas forcément des workshops comme ça, donc c'est grave cool qu'on en fasse. Euh, c'est beaucoup aussi de travail personnel. Ça, on ne vous le dit pas souvent, mais c'est selon la motivation de chacun. Si tu veux avoir un bon niveau, ouais, tu l'auras au bout d'un moment. Euh, du coup, pour continuer. Donc, Bitcoin, c'est une blockchain, donc c'est la première. Et elle est réservée, enfin réservée, elle a comme concept purement de pouvoir s'échanger de la valeur. Donc, juste s'envoyer de l'argent, recevoir de l'argent, et tout simplement ça. Du coup, il y a un mec qui est arrivé un jour qui s'appelle Vitalik, et s'est dit, putain, c'est dommage, on pourrait faire tellement de trucs avec, on pourrait genre faire du code sur la blockchain pour pouvoir gérer l'argent, pouvoir le redistribuer et faire, en fait, créer des trucs logiques avec du code en utilisant les crypto-monnaies. Donc, c'est là où il a inventé Ethereum et notamment le langage Solidity qu'on va apprendre aujourd'hui, qui va pouvoir, en fait, mettre des fonctions et des mots sur des choses un peu plus abstraites qui vont toucher à tout ce qui va être la crypto-monnaie et comment transférer l'argent entre wallets, comment créer une pool pour pouvoir mettre de l'argent et puis en récupérer plus tard. Enfin, on peut faire infiniment de choses avec le Solidity, donc c'est un nouveau langage qui a été créé à l'occasion et qui permet donc, pour la première fois, de gérer de l'argent des gens. Ça, c'est un truc de ouf aussi, à savoir. Ça veut dire que toi, demain, si tu veux faire une crypto, tu la fais en 2 minutes, tu vois. Tu crées une collection d'NFT, si tu as les images, c'est fait en 2 minutes aussi. Donc, il y a plein de ressources aussi qui existent qui permettent de pouvoir, en fait, créer, ça s'appelle des smart contracts. Bon, ça va être le code qui gère l'argent. Donc, des smart contracts en fait, qui gèrent l'argent des personnes qui interagissent avec. Donc, tu peux l'utiliser de manière malicieuse, comme tu peux l'utiliser de manière bienveillante. Ça dépend de la volonté de chacun. Donc, euh, ok. Je vous ai parlé un peu de ce que c'était un smart contract, mais on va voir vite fait. Je ne sais pas s'il y a des
truc cassé. Bon, pour faire simple, hein, comme je vous ai expliqué, un smart contract, c'est un bout de code qui va s'exécuter selon la logique dont vous avez écrit. Et donc, vous ne pourrez pas le modifier par la suite. Une fois qu'il est déployé, enfin, il y a des manières de le modifier après, mais le concept de base, c'est que tu le mets sur la blockchain et tu ne peux pas le modifier. Il est immuable, ça s'appelle. Donc, si tu crées un contrat qui par exemple, tous les 2 ans, il prend de l'argent de quelqu'un et il l'envoie à l'autre, ben, il va le faire toute sa vie. Et ce serait bête, genre, si vous n'avez pas mis une fonction arrêtée, ben, il va le faire, il va le faire, il va le faire tant que le wallet sera vidé. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est ça aussi la force de la blockchain, c'est que une fois que c'est fait, ben, on ne peut pas revenir en arrière. Donc il faut faire attention, que ce soit avec les smart contracts ou que ce soit avec vos wallets. Si vous perdez de l'argent, si vous envoyez bêtement à une mauvaise adresse, ben, vous ne pouvez pas récupérer. Ça, il faut faire super attention aussi. Si vous interagissez avec un smart contract qui est malicieux, on ne va pas revenir en arrière aussi. Et plein d'autres exemples. Si vous, si vous avez mis un zéro de trop et que vous envoyez et signez sans faire exprès, boum, ça part. Donc c'est assez dangereux, il faut bien maîtriser ça. Donc un smart contract, littéralement, c'est ça. Et on va se dire, mais pourquoi, enfin, comment on va faire pour financer les gens qui, en fait, entretiennent le réseau? Donc, il y a d'abord les transactions qu'on a vues, les frais sur les transactions. Donc, si tu veux envoyer 10 euros à ton pote, tu vas devoir payer 10 plus les frais de transaction pour pouvoir rémunérer les mineurs qui sont là. Pour les smart contracts, c'est un peu la même chose. Pour pouvoir exécuter un smart contract, vu qu'en soi, c'est une transaction sur la blockchain, même si c'est pas, tu n'envoies pas de l'argent à une personne, si c'est juste, si par exemple, vous avez un smart contract qui a un compteur, donc dans le smart contract, il y a écrit 0, et vous voulez changer l'état et vous voulez faire plus 1, même s'il n'y a pas de transaction derrière, vous allez juste changer de valeur, comme sur Python. Alors, pour pouvoir la changer, il faudra quand même payer des frais de gaz. Donc ça aussi, il faut avoir en tête que même si il n'y a pas de transfert de liquidité ou d'argent, vous allez quand même devoir payer, pouvoir changer l'état de la blockchain à un moment donné. Donc ça, c'est les frais de gaz. Il y a aussi plein de vidéos sur ça. Et donc, pour pouvoir interagir avec la blockchain, il vous faut aussi un wallet. Un wallet, c'est juste une combinaison entre une clé privée et une clé publique qui fait que vous allez générer une suite de 12 mots qui vous sera attribuée, personne ne l'aura. Vous allez garder précisément et qui, en fait, une fois inséré dans une fonction particulière, va vous donner une adresse publique. En fait, ça va être comme votre adresse postale chez vous. Tout le monde va pouvoir savoir quelle est votre adresse, mais personne ne va avoir la clé. Donc, tout le monde pourra vous envoyer des lettres, etc. Et personne ne pourra l'ouvrir. Vous serez le seul à avoir la clé pour pouvoir ouvrir et reprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est un peu l'image qu'on utilise pour que les gens comprennent facilement. Et donc, à l'intérieur, vous allez avoir toutes vos cryptos que vous aurez. Donc, si vous perdez cette clé, tant pis pour vous, vous avez tout perdu. Alors, donc, dans la blockchain, il y a plusieurs types d'assets. Donc, il y a les crypto-monnaies, en général, qui fluctuent beaucoup, qui ont une grosse fluctuation. Les stablecoins, eux, les stablecoins, ils vont être adossés à une monnaie fiat. Fiat, ça veut dire les monnaies de la vie réelle. Euro, dollar, yen, etc. Donc, comme le nom l'indique, c'est des cryptos qui sont stables, qui restent 1 dollar va valoir 1 USDC. 1 euro va valoir 1 euro E. Donc, en fait, c'est pour pouvoir
pour pouvoir se protéger de la volatilité des crypto-monnaies quand on le veut. Parce que demain, si demain tu achètes des cryptos, et donc tu achètes de l'Ether et tu as envie de retirer ton profit, mais que tu as envie de toujours rester en crypto, bah, tu vas passer par des stablecoins. Parce qu'avant que les stablecoins existent, ok, tu as fait du profit sur Ethereum, mais du coup, si tu le mets sur une autre crypto, si elle fluctue et qu'elle baisse, bah, tu as perdu tout le profit que tu as fait. Donc, c'est le principe des stablecoins. Et une autre que vous connaissez très bien, les NFT. Une NFT, c'est pas forcément une image. Une NFT, c'est l'acronyme de Non-Fungible Token, ce qui veut dire des tokens non fongibles. Qui sait ce que ça veut dire, fongible ou pas fongible? Ouais, Fongible, c'est qui peut être recopié, alors que non fongible, il est unique. non. Parce que si ta crypto, tu peux la copier, bah Enfin, je veux dire, non fongible, il est unique, quoi. Il n'y a pas de... ouais, dis-moi. Parce que deux NFT sont pas équivalents. Genre, Voilà. enfin, deux Ethers sont équivalents, mais les NFT, c'est pas chacun a une valeur différente. C'est ce que tu veux dire? Enfin, c'est ce que je voulais dire. Ok. Bah, c'est ça en gros. En gros, si tu achètes un Ether, tu peux l'échanger avec un Ether. Mais si tu achètes un Bored Ape, enfin, si la personne est bête, mais tu peux pas l'échanger avec un autre NFT. En gros, ça va être juste une certification sur la blockchain pour dire que cet élément-là a une valeur unique. Ça peut être une musique, ça peut être une image, ça peut être un- une valeur immobilière, ça peut être un PC, ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc là, la trend en ce moment, c'est les RWA, c'est-à-dire Real World Asset. Donc les Real World Assets, donc c'est des NFT qui sont backés sur des choses dans la vraie vie. Ok. Donc, est-ce que vous avez tous un wallet ou pas? On va commencer à côté. Vous avez tous un wallet. Ok, bah on va commencer par ça. Vous avez vos PC ou pas? Enfin, ceux qui ont leur PC. Ouais. Bah, en attendant, allez sur votre PC, tapez MetaMask. Pour ceux qui ont déjà leur MetaMask et tout qu'on a fait à la cohorte, je vais vous mettre direct dans le bas. Essayez de déployer un token avec le nom. Ouais, déploie un token. Après, quand les autres auront leur MetaMask et tout, on fera un petit activé. Essayez de voir les documentations et tout. Demandez à ChatGPT et débrouillez. Je peux avoir. Alors, pour les autres, allez sur MetaMask. Dites-moi qui n'ont pas MetaMask. Non, juste de... Peut-être que l'eau. C'est magnifique. Vous n'êtes pas connecté sur ton PC. Qui n'a pas de MetaMask là? Toi? Toi aussi? Toi, t'as un MetaMask ou pas? Non, mets-le sur ordre.
C'est tout sur caisse de Vinci? Non. Je pas sur caisse de Vinci? Ah oui, ouais, ça, c'est vous avez expliqué. Du coup, j'ai pas besoin de regarder la vidéo, mais c'est expliqué. Sécuriser le portefeuille client, c'est intéressant. Ah, Google, Google côté. Bien sûr. Google, Web 3. Après, tu tapes sur Google. Google Web 3 non, là, Google, espace, Web 3, espace, et après, ouais. Ici, Google t'a créé. Moi sur Google, non. Tu tapes Google, espace, possède, FAUCEP. FAUCEP. non, comme ça, lui, c'est Espace, c'est poli. Retourne dans ton MetaMask. Retourne sur ton MetaMask. Copie l'adresse. Bien. Oui, ça, c'est pas Et maintenant, vous allez tous taper remix. Remix Ethereum.
on va cliquer sur le premier lien. Là. Ok. Et juste après, on va cliquer sur le RC20. J'ai cliqué trop. ERC20. On va cliquer sur ERC20. Normalement, vous aurez un contrat comme ça. OK. Donc ça, je ne sais pas si on peut filmer. OK. Donc ça, c'est un contrat. Donc là, il y a écrit contrat. Après, on met le nom du contrat. Et après, on va mettre des dépendances. Mais je vais vous expliquer après ce que c'est. Donc ça permet de pouvoir créer une instance de smart contract. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait la programmation orientée objet, mais en gros, ça, c'est un objet en fait. L'objet qui s'appelle MyToken. On voit en haut plusieurs choses. Qui sait ce que c'est ça? La première ligne. Ça, la première ligne, c'est la liste. Ouais. C'est la licence, pas se faire open source, tout ça. En gros, là, ouais, c'est le nom de la licence. MIT. La licence MIT, c'est pour dire que ton code, il est open source, tout le monde peut l'utiliser. Même pour faire du profit avec. La deuxième ligne, est-ce que tu sais? La version de Unity. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est la version de Unity. Ouais, en gros, c'est le compilateur. En gros, quelle version ils vont utiliser pour pouvoir compiler? Donc, compiler, ça veut dire prendre les mots en Solidity et les mettre en un langage qu'un ordinateur peut comprendre, donc en binaire. Compiler, c'est ça. Donc, c'est la version du compilateur, donc 0.8.20 ou plus haut. Après, ici, on a deux importations. Donc, en fait, on importe des librairies de OpenZeppelin. OpenZeppelin, c'est une société qui fait des smart contracts et des standards de smart contracts sécurisés pour que les gens puissent utiliser et écrire par-dessus. Ouais, dis-moi. Le commentaire, du coup, le premier truc de la licence, là, on est obligé de le mettre à chaque Ouais, fois. sinon ça ne complique pas. Et il faut le mettre en commentaire, du coup. Bah, de toute façon, quand tu feras un smart contract, il sera déjà dessus, donc tu n'auras pas besoin de... En général, tu partiras sans les imports, sans ça et sans ça. Mais ce qu'il faut savoir en Solidity, ce qui est cool, c'est que si vous avez un projet, c'est sûr que quelqu'un d'autre aura pensé avant. Donc, et vu que tout le code, parce que en gros, sur la blockchain, tout le code est public. Donc, en fait, vous aurez déjà au moins une certaine base de smart contract. Donc, moi, c'est très rare que j'ai dû devoir coder un smart contract de zéro. Ça m'est genre quasiment jamais arrivé. Parce que soit il y avait des gens qui avaient déjà pensé à ça, soit je prenais un truc qui ressemblait et je le modifiais pour que ça s'adapte. Mais ce qui est bien, c'est que justement, pour les trucs basiques et même pas basiques, forcément, vous aurez en fait des librairies déjà faites. Donc là, vu qu'on va faire un token, on va utiliser la librairie de OpenZeppelin. Donc le standard d'une crypto-monnaie, d'un token, c'est l'ERC20. Et donc là, on dit au contrat que ce contrat, il hérite des fonctions de l'ERC20 et de l'ERC20 permit. Tu sais ce que c'est l'ERC20 permit? Pour les permissions, non, je sais pas. Je sais pas trop ce que Pour les c'est. autorisations. Faudrait que je regarde.
Attendez, je regarde la bibliothèque, mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Mon contrat, c'est comme si c'était un ERC20 et un ERC20 permis. Donc, ça aura les fonctions de ces deux librairies. Ouais, C'est quoi un heure, c'est quoi? t'as pas écouté. C'est le standard pour dire que c'est une crypto-monnaie. Ah, ok, d'accord. C'est juste ça. Pour les NFT, c'est ERC 271? 721, pardon. 721. Pour eux, c'est juste un standard pour dire, OK, ce contrat-là, il est sécurisé, il n'y a pas de faille de sécurité, et donc partez de ça pour pouvoir faire votre propre version de votre crypto. Donc là, OK, on va commencer, on va créer notre premier token. Donc vous allez l'appeler comme vous voulez. Ah oui, donc le constructeur, c'est quoi? Ça va être les paramètres que vous allez mettre quand vous créez le contrat. Ici, le constructeur, il va prendre le nom du token, le ticker, donc c'est-à-dire les trois lettres qu'on va voir quand c'est affiché. Et ça, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, ça va être la même chose que ça, mais je sais pas à quoi ça sert. Je pense que ça a un lien avec une permission. Les signatures. C'est pour les signatures. Ok. Donc c'est pour la documentation pour voir que. Du coup, donc on va l'appeler, je sais pas moi, Paul Dev. On va l'appeler, non même, vous être content Mathis. On appelle KS. Ok. Donc là, j'ai envie de déployer mon premier smart contract. On peut en mettre 2, 3. Je ne sais pas s'il y a une limite. Je crois que en général, c'est entre 2, 3 ou 4 pour ici. Pour les stickers. Ouais, pour ici. Pas plus. Sinon, ça fait beaucoup. Mais je pense qu'il n'y a pas de limite. Ok. Donc maintenant, on a envie de déployer ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir déployer ça? Ouais, on l'a fait. Ce qu'on vient de faire là. Il est déjà fait. Là, le constructeur, donc dans le contrat lui-même, il n'y a rien. Mais dans le constructeur de l'ERC20, il y a ça. Dans le constructeur de l'ERC20 permit, il y a ça. Mais dans le nôtre, on n'a rien mis. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Ouais. Faut nous faire des tokens. Là, on a juste écrit le code. Là, on a écrit le code, ok. C'est cool. Mais là, on ne peut pas recevoir des crypto-cases. Faut faire quelque chose pour lier un portefeuille et faire une transaction. Avant tout ça, avant de faire des transactions, avant de faire. Faut le publier, Il faut le publier d'abord. payer des frais de gaz. Ouais. Pour pouvoir le mettre sur la blockchain, du coup, il faut le publier. Donc d'abord, vous allez aller ici. Ça, c'est pour le compiler. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est pour le mettre en langage des ordinateurs. Ok, c'est compilé. Maintenant, vous allez aller ici. Hop. On va pouvoir le publier. Euh, ok. En haut, vous allez mettre remix. Ici, là, remix. Normalement, c'est ça. Et on va appuyer sur deploy. Hop. Donc, si tout s'est bien passé, on va voir le contrat ici de notre crypto. Bravo, vous avez déployé votre premier token. Ah, c'était dur, hein. Ok. Donc là, en haut à droite, c'est l'adresse du contrat. Ça commence par 0xD91, etc. Et en fait, ici, c'est tous les wallets qui vous sont à disposition. Donc en fait, là, on est sur ce qu'on appelle une blockchain locale. Donc vous avez tous ces portefeuilles avec autant d'Ether qui sont mis avec votre disposition. Qui sait me dire pourquoi j'ai moins d'argent sur celle-ci que sur les autres? Ouais, On a payé les frais de gaz. c'est ça. Pour déployer, on a publié le code sur la blockchain. Du coup, on a dû payer les frais de gaz. OK. Maintenant, vous allez essayer d'envoyer à partir de cette adresse-là.
disons 50 à celle-ci. Je vous laisse 2-3 minutes et on va voir ensemble. On vous regardiez un peu et puis on va les faire galérer un peu. Oui, des photos, ah oui, ça. Bah, oui. Donc ça, c'est les valides. Dans l'autre, ah oui, tu l'as. Et là, à partir de oui, le transfert, c'est ouais. Là, non. Initialement, on va Ah bon, excusez-moi, c'était pas la bonne, la bonne consigne. Ce que je voulais dire, c'est vous allez essayer d'avoir des cryptos que vous avez créés sur votre propre wallet, donc sur celui-ci. Donc que le smart contract vous envoie des cryptosphères sur votre wallet. Sur celui-là. Ouais, sur lui-là. Celui avec lequel vous avez. Normalement, c'est quoi? Je sais plus si c'est une ligne. Normalement, là, je suis juste. Je crois que c'est ça. Du coup, je crois que c'est parce qu'avant, il y avait plus de je crois que c'est ok. Si vous n'avez pas réussi, c'est normal. Ouais, ils ont changé un peu le contrat. Et en fait, ils ont modifié, ils ont rajouté ce truc. Du coup, il y a une ancienne fonction qui n'a pas apparu. Mais en gros, la fonction pour pouvoir créer des tokens, donc créer des tokens, c'est la fonction mint. Et la fonction mint, c'est bizarre, on la voit pas. Mais qui sait pourquoi on la voit pas? Ouais, elle est déjà importée. Elle est importée, mais regarde, toutes celles-ci, on les voit. Tu vois, approve, elle est dans ERC20. Permit, elle est dans ERC20 permit. Donc toutes celles-ci, on les voit, mais pas mint, alors qu'elles devraient y être. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est une interface ERC20. C'est une fonction internale. Internale, ça veut dire. Donc, on va aller voir. La fonction mint se trouve dans la bibliothèque ERC20. Donc, on va faire. Moi, sur Mac, c'est commande, mais je crois que sur Windows, c'est contrôle. On fait commande et ça va souligner le truc. On va cliquer dessus. Du coup, on va arriver sur le contrat. Donc là, ça vous renvoie vers le contrat ERC20. Donc, il y a toutes les fonctions et toutes les variables, dont toutes celles-ci qu'on voit, et les autres qu'on ne voit pas. Donc, je suis allé chercher la fonction mint. On fait CTRL F, ou commande F. Donc, moi, je suis allé chercher fonction mint. OK. Donc
Donc là, elle est là. La fonction mint. Donc, on arrive à lire fonction, mint, le nom de la fonction, adresse. Donc ça, c'est le type. Donc ça va être de type adresse. La valeur, donc combien on va créer de token, internal. Donc comme je disais, internal, ça va être une fonction donc qui va être interne à la fonction. Donc ça va être la fonction elle-même qui peut, le contrat elle-même qui pourra l'exécuter et pas quelqu'un d'extérieur. Donc là, on l'a déployé, donc on est quelqu'un d'extérieur. On a essayé d'appeler mint, mais on peut pas. La seule personne, quand il y a écrit internal, qui peut exécuter la fonction, c'est le contrat elle-même. Donc, donc là, on va lire la fonction en quoi elle sert. Si l'adresse qu'on a donnée est une adresse nulle, ça fait une erreur. Ça, c'est une revert, ça veut dire ça revient vers l'état d'avant. OK, on envoie un message. Sinon, comment dire, on lui donne de l'argent et la valeur qu'on lui a donnée. Donc, en fait, la fonction, elle est super simple. Il y a des choses que vous n'avez pas compris? Ouais, pourquoi on a mis le adresse 0 là depuis 2 ans? Bonne question, je ne sais pas. Avant, c'était, je crois que c'était transfert, mais je ne sais pas pourquoi. C'est quoi update? Alors, on va regarder ensemble. De toute façon, le dev, c'est ça, hein. Le truc, ça change. Et surtout pour la blockchain, c'est vrai, mais pour les autres domaines, c'est vrai. Mais les fonctions sont mises à jour, ça change, il faut aller voir la documentation et tout. Donc, on ne peut pas être tout le temps à jour. Donc, le plus important, c'est de comprendre. Donc là, on est allé voir la fonction update et on peut lire transfer the value amount of token from to or at a day means on burn. En gros, ce qui veut dire que la fonction update, qu'elle fait, c'est qu'elle crée des tokens. Enfin non, elle envoie des tokens de celle-ci à celle-ci. Sauf que si celle-ci, c'est une adresse 0, bah, ça va créer des tokens. Et si c'était une autre adresse, bah, l'adresse, elle allait envoyer ça à une personne. OK? Donc, pour pouvoir utiliser la fonction mint à partir de l'extérieur du contrat, ce qu'on va faire, c'est on va créer une fonction mint qui va en fait prendre les mêmes paramètres. Et là, qui c'est qu'on va mettre après? Avant les crochets là. Avant de dire ce qu'on fait à l'intérieur. Ouais, external. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir être euh, appelée à partir de l'extérieur. OK. Et puis, qui sait ce qu'on va écrire à l'intérieur? Est-ce que jusqu'à là, vous avez compris? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah merde, j'ai pas oublié. Ouais. Ouais. OK. Donc, qui sait ce qu'on va écrire après? Ouais. Underscore mint. L'adresse, c'est la value. OK. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as fait là? On a utilisé la fonction de l'ERC20. Vu qu'on est dans le contrat, on a accès à l'internal, Ouais. on peut l'utiliser. Et du coup, on applique cette fonction-là, mais dans le contrat, on ne voit pas de. C'est ça. Donc, on va appeler la fonction qu'on a vue tout à l'heure, nous-mêmes, le contrat. Vu qu'elle est internale, bah, vu qu'il n'y a que nous qui pouvons, enfin, le contrat qui peut l'utiliser, on va juste l'exécuter en fait. En fait, cette fonction va être juste une sorte de messager. Pas besoin de mettre adresse. Ah oui, oui, oui.
OK. Donc là, on va pouvoir recevoir des tokens à partir de n'importe où. Donc là, on va faire la même chose. On va le compiler. Donc lui, on n'en a plus besoin. On va le déployer. On redéploie. Vu qu'on ne peut pas changer le code du smart contract qu'on a fait avant, ben, on en redéploie à nouveau. Et là, du coup, comme par magie, on voit la fonction mint qu'on va pouvoir utiliser. Et donc, pour pouvoir recevoir des tokens, il n'y a rien de plus simple que copier l'adresse ici, la coller là. Alors, pour la value, imaginons, on va envoyer 10 crypto-KS. On ne va pas écrire 10. On ne va pas écrire 10 parce qu'en fait, on a aussi des décimales. Ici, là, qui sait me dire combien il y a de décimales? Qui saurait me dire combien il y a de décimales? Parce qu'on ne peut pas écrire 10. Si on veut envoyer 10 KS, on n'en enverra pas 10 parce qu'il y a des décimales. En gros, sur un smart contract, on peut pas, il n'y a pas de nombre à virgule, il n'y a pas de nombre négatif, c'est que des nombres positifs, donc des units. Donc pour ce faire, en fait, les gens ont décidé d'avoir des grands nombres, mais avec des décimales. Donc, si on a décimale 6, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 6 zéros, virgule, et après le nombre entier. Ça va me dire, avec le contrat, combien il y a de décimales. Il faut juste savoir lire. Hein. Hop, décimale. Ok, il y en a 18. Donc il faut 18 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais. Juste après le 10, on met 18 0. Ouais, c'est ça. On met 10 plus 18 zéros. Parce qu'il y a 18 zéros qui représentent la décimale. Ça dépend du code, ou bien c'est toujours 18 0. Pour le standard ERC20, ça va être tout le temps 18. Mais si tu veux demain avoir un token avec moins de décimales, tu feras une fonction qui redéfinit cette décimale au lieu et qui va override, donc écrire par-dessus que c'est plus 18, mais par exemple 6. C'est comme la fonction AD. C'est ça, exactement. Tu vas écrire par-dessus la fonction. Donc là, hop, une fois que c'est bon, on va appuyer sur Transact. Et c'est bon, on a reçu. On a reçu 10 KS. OK, maintenant, on va essayer de le mettre sur une vraie blockchain. Donc pour ce faire, on va appuyer sur... On va changer d'environnement d'exécution. Je vais voir si tout le monde a réussi. C'est bon? Tout le monde a réussi à... Ouais. Tiens, Mint. Enfin, j'ai mint, mais là, il faut. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais, juste une question. Léo, tu peux réexpliquer vite fait à partir de quand on appelle mint dans la fonction mint à l'intérieur? Ouais, du coup, on a fait... Ok, attends, j'ai coupé le son parce qu'on s'entend. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est on a pris la fonction qui était déjà dans le contrat, dans la librairie, on l'appelle à partir de la fonction contrat. Après, on l'a redéployé, on l'a compilé, on l'a redéployé, et on veut utiliser la fonction mint. Donc, on a collé l'adresse qui se retrouve ici pour pouvoir l'envoyer à notre propre adresse. On l'a collé là. Et ici, on a mis 10 avec 18 zéros. Pourquoi? Parce que les 18 zéros représentent les nombres décimaux, en fait. Et donc, on a mis 10 plus 18 zéros. Après, on appuie sur Transact et ça nous envoie 10 cases. T'as compris? Ok, juste, moi je crois que, enfin, je sais pas si c'est parce que j'ai mal compilé ou mal déployé, mais je crois que j'ai pas la mint. J'ai pas compris. Quand on le compile, quand on a fait la fonction mint, et qu'on le compile et qu'on le déploie, Ouais. le mint
où je peux rentrer l'adresse et le nombre de tokens que je vais envoyer. T'as pas la fonction? Non. Parce que je pense que tu n'as pas mis external ici. Ok, Denis. Peut-être qu'il n'a pas recompilé Ou tu n'as peut-être pas recompilé, ouais. Il faut compiler là. ou autocompile. Merde. Bref. Ok. On va avancer. Du coup, là, la prochaine étape, c'est on va utiliser MetaMask pour pouvoir le déployer sur une vraie blockchain. Parce que là, c'était une blockchain blockchain un peu en local, mais là, on va devoir le mettre via MetaMask. Donc, ce qu'on fait, donc on utilise MetaMask. Normalement, vous devrez voir Custom Network. Hop. Et là, on va voir mon wallet. Moi, j'ai 1,8 Ether. Mais vous en avez peut-être un peu moins. C'est un petit flex. Ah, ça lance mon. Normalement, si tu l'as sur ton ordi, tu peux l'avoir. Tu dois l'avoir directement sans faire grand-chose. On a la page. Donc, on va là, on appuie sur... Ah, vous ne l'avez pas? Peut-être. Si vous l'avez, l'option, parce que je sais qu'il faut... Pour ceux qui ne l'ont pas, je crois qu'il faut aller là, mais si tout le monde l'a, c'est bon. Par contre, ouais, pour pouvoir le déployer, il faut avoir des Ethers, en fait. Enfin, au moins un petit peu, 0,05, c'est suffisant. Donc, on va refaire la même chose. On va déployer la fonction. Hop. Et là, on va nous demander de signer la transaction. Donc là, tout à l'heure, on ne l'a pas vu, mais ici, on va devoir payer les frais pour pouvoir déployer notre token sur la blockchain. Hop, on confirme. Oui, mais je peux pas déployer le truc. T'as passé? Donc on a fait comme tout à l'heure, mais on a validé maintenant avec notre MetaMask. Là, c'est en train de créer. Ok, c'est bon. Là, ici, on voit que la transaction est passée. C'est lourd. J'ai une question peut-être. Ouais. Moi, tout à l'heure, on a fait le truc là pour envoyer des Ethereum sur MetaMask, mais ça n'a pas marché. Pourtant, là, ça a mis les token cent et tout. C'est bon. Parce que c'est là, faut test. Ah, c'est pas bien. C'est pas la même blockchain. Ah, mais du coup, là, même sur. Là, du coup, normalement, Je change sur une autre. Je suis un autre. On revient. Voilà. Je change ici. Ok, pour ceux, j'ai pas précisé. Pour avoir la blockchain, normalement, vous étiez sur. Pour pouvoir la faire sur la Sepolia, il faut que vous alliez sur la. Vous cochiez ça là. Afficher les réseaux testnet et sur Sepolia. Du coup, là, vous serez sur la blockchain Sepolia. Donc, la blockchain de test d'Ethereum. Et donc, normalement, ça devrait se mettre à jour ici. Et là, je suis bien sur Sepolia. Je redéployais du coup, vu que ce n'était pas la bonne blockchain. C'est en train de créer, ok. C'est bon, ça a été créé. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier l'adresse du token qu'on a créé. Une fois copié, on va aller sur sepolia.etherscan.io. Ça va être
l'explorateur de blockchain, en fait. Vous allez pouvoir voir toutes les transactions qui sont faites sur la blockchain. Sepolia.etherscan.io. Ouais. Ça, c'est bon. C'est bon. Ça vérifie que je suis humain. 280 de frais, C'est si je fais un truc là, si je m'envoie 10 balles sur le truc. Ah, mais je veux dire, là, avec le truc. Donc là, pour les gens qui sont là, ok, on va coller le lien qu'on a pris. Et on va. Ah, c'était pas le bon. Ok. Donc là, on voit, il y a 2 minutes que ça a été créé par moi-même. Ok. Ah. Comment on vérifie pour vérifier? Comment on fait pour vérifier? Ouais, juste tu colles l'adresse. T'as pas d'adresse? Pour vérifier. Je voulais leur faire à partir du. Ça me met. Sinon, ouais, fallait faire ça. Ok, donc, vous arrivez sur cette interface-là. Donc, on voit les transactions qui sont faites. On veut interagir justement avec les fonctions qu'on a vues tout à l'heure, mais sur la blockchain directement. Et pour ça, il va falloir vérifier le code que vous avez upload. Donc, pour ça, il faut faire verify and publish. Donc là, on met l'adresse, le compiler, donc c'est du Solidity. La version, c'était quelle version qu'on a utilisée? C'est 8.20.26. 0.8.26. Hop. Et nous, c'était la MIT. Ok? Une fois fait ça, hop, on continue. On va coller le code. Le code qu'on a fait en fait. Ah oui, dans Enter de Solidity. C'est ça, ici. Là, c'est pas le bon. Ah oui, t'as raison. Hop. Optimisation, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Constructeur argument. Ah, c'est chiant.
Ça, du coup, c'est au cas où. C'est ça, les- Bon, c'est chiant parce qu'il faut que les, euh, comment dire, le constructeur ici, Cryptosphère, KS et tout, il va falloir le mettre, mais après l'encoder, c'est-à-dire le remettre sur une base binaire. Donc ça, il faut une fonction extérieure et tout. Donc en fait, en général, vous n'allez pas faire comme ça pour déployer et vérifier, vu que c'est votre premier contrat, on a fait comme ça. Mais une fois qu'on vous apprendra tout ce qui va être Forge, ça va être plus simple. Donc vous aurez un contrat déjà, déjà fait en fait. Donc là, en fait, sur cette interface-là, en fait, vous verrez les mêmes fonctions que vous avez vues tout à l'heure, avec Mint, etc. Une fois vérifié, hein. Mint, etc. Vous allez pouvoir en fait interagir directement avec la blockchain d'ici. Pour finir, du coup, pour ceux qui veulent avancer d'ici la prochaine, vous pourrez aller sur YouTube et spam ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi aussi, j'avais un truc workshop, mais j'ai appris aussi seulement comme ça. Là, toutes ces vidéos, elles sont parfaites pour pouvoir avancer à votre rythme, de votre côté, selon votre motivation, pouvoir en fait avancer petit à petit et faire tous les contrats que vous voulez, toutes les fonctions que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Ouais. Les faire mine, depuis les remix et afficher sur Metamask. Ouais. Les tokens, et après se les envoyer. Ouais, Je sais pas si t'as Ok, ce qu'on va faire, dernier exercice. Vous allez prendre l'adresse de votre MetaMask. Vous allez prendre l'adresse de votre MetaMask et vous allez le mine directement à partir de Remix en fait. Donc là, vous allez faire comme ça, comme tout à l'heure. Mais du coup, elle n'est pas déjà sur. Là. Tu dis quoi? Elle n'est pas c'est elle. Elle est aussi. C'est le deuxième, parce que moi, on en avait un avant. Ouais. C'est celui plus tout en bas. Ouais, je veux dire, notre adresse MetaMask. Ouais, c'est ça. C'est la même, ouais. Du coup, on met 18 €, je ne sais pas combien j'en ai mis. Je transaction, je valide. Et du coup, comment on va importer un token? C'est simple. Donc là, on a minté, c'est bon. Donc on va recevoir les tokens. On va copier l'adresse. On va arriver sur notre MetaMask. Jeton, importer, coller l'adresse. Et là, on voit bien que automatiquement, on va avoir KS plus nombre de décimales. Importer. Et boum. On a le nombre d'argent qu'on a mint, en fait, de crypto qu'on a mint. Bah, normalement, après, tu as ta balance. Oui, non, mais pas dans. Ici, jeton. Et tu mets là. C'est avec 5 Ok. C'est bon. Tu as réussi à importer. Alors là, du coup, tu fais un sport. Ah non, je vais faire un tu remets un 0 du coup. Bah, c'est fini pour aujourd'hui. C'est quoi la prochaine fois? Ouais, ça va 3 semaines, non? 2? Non, Pour la prochaine fois, on fera les NFT. non, ça. Non, on fera quoi? GitHub. C'est vrai, envie de faire ça. Il y a réunion jeudi. Je ne sais pas si vous avez vu.